ouverture d'antenne des programmes journaliers sur tout le territoire et concernant toute la masse audiovisuelle en Côte d'Ivoire. La matinale vous ouvre ses bras et ainsi ouvre les bras de tous les téléspectateurs du groupe RTI. Et nous sommes très heureux de le faire tous les matins comme ça et on espère que vous appréciez. Cela dit, bienvenue une fois de plus dans votre programme et nous aurons en tout cas beaucoup de points à voir aujourd'hui en ce jour où nous parlons bien sûr de santé, mais pas que. On aura aussi quelques petites astuces dans notre tuto malais en compagnie de Madame Koulibaly et aussi on parlera de cette petite ouverture crânienne, là, comment la pratiquer, comment la soigner et sous nos cieux, hein, on voit comment elle se traite ici. Ce sera en tout cas un condensé de programme très alléchant. Je vous invite tout simplement à vous installer. Maintenant on part pour la couleur du temps. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, des passages nuageux favoriseront localement des averses de pluie sur le littoral. Des nuages en dissipation sur la partie nord pourraient laisser de faibles averses, notamment sur le nord-est et le nord-ouest. Ailleurs, le temps sera généralement nuageux, qui au cours de la période laissera place à un temps ensoleillé. Passons aux températures, le mercure affichera 24 degrés à Bengourou, 25 à Abidjan, 24 à Adiaké, 22 à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 à Bouna, 23 degrés à Boundiali, 24 à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, Guiglo, 22 degrés à Korogo et Mont, 22 à Odiéné, 24 à San Pedro et Sassandra, 25 degrés à Soubré, 23 à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 à Touba et 24 degrés à Yamoussoukro. Après un temps relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays, on observera des bourgeons nuageux dans le nord, dans l'ouest et le centre. Dans le sud-est, par contre, on aura l'arrivée de pluies qui évolueront progressivement vers les zones du sud-ouest pour ensuite faire place à un temps partiellement nuageux au cours de cet après-midi. Pour les variables, le mercure affichera 33 degrés à Bengourou, 32 à Abidjan et Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 35 à Boaké et Bouna, 35 degrés à Boundiali, 34 à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 35 degrés à Guiglo et Korogo, 34 à Mont, 34 degrés à Odiéné, 32 à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 33 à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 à Tiasalé, 34 degrés à Touba et 34 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Très bon début de journée à vous. Bienvenue dans cette édition. La place des enfants est à l'école et non dans les champs de cacao. Voilà le message que fait passer le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS, auprès des populations. En 10 ans de sensibilisation, ce message semble avoir un écho favorable dans la région de la Nawa. Les communautés prennent de plus en plus conscience du danger que représente le travail des enfants. La tendance, c'est plutôt à la scolarisation de ces derniers. C'est le constat fait par notre reporter Mama Traoré que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Après l'école, place au travail, où est une activité génératrice de revenus. Justement, l'État veut accompagner en ce sens les jeunes et les femmes. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire bénéficie donc de plusieurs projets dans le cadre des partenariats municipaux pour l'innovation en développement local. Les villes de Korogo et de Ferkessédougou ont été choisies comme communes pilotes. Après 4 années de mise en œuvre, l'heure est au bilan et à la capitalisation des acquis de ce projet qui met en relief la coopération Côte d'Ivoire-Canada. C'est ce qui justifie la présence de l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire sur le terrain, aux côtés des responsables de l'UVICOSI. Les détails dans nos prochaines éditions. Plus de 350 opérateurs économiques français sont à Abidjan dans le cadre de l'événement Inspire and Connect Africa.
C'est une initiative de BPI France pour promouvoir les financements français du secteur privé ivoirien. L'ouverture a eu lieu hier à l'Institut français au Plateau. Reportage d'Angui Dangui. Échange convivial, rencontre B2B, panel de haut niveau, animé par les acteurs du secteur privé et public. Près de 500 entrepreneurs français sont sur les bords de la lagune ébriée à la recherche d'opportunités d'affaires. Un événement organisé par BPI France et les autorités françaises. Nous sommes là avec BPI France dans cette journée particulière pour voir de quelle manière on peut accompagner cette énergie entrepreneuriale de nos pays pour les mettre au service de cette ambition commune avec des financements adaptés, avec des accompagnements à la création d'entreprises. Côté gouvernement, on mise sur l'amélioration de l'environnement des affaires et la qualité des infrastructures pour convaincre ces opérateurs économiques français. Le plan national de développement pour la période 2021-2025 comporte 6 axes. Avec ces 6 axes-là, on peut trouver là-dedans des projets d'investissement dans tous les secteurs, notamment secteur éducation, secteur de la santé, mais également tout ce qui est formation digitale. Tous les experts sont unanimes. Il faut chercher une bonne partie des solutions à la relance économique et aux problèmes de chômage des jeunes dans la promotion de l'entrepreneuriat. Reste maintenant à lever les freins à l'éclosion des entrepreneurs. D'abord le financement. Beaucoup de jeunes sont porteurs d'idées, mais sont confrontés à un problème d'accès au financement, surtout de la part des banques. Il y a un problème de formation de ces jeunes. On ne peut pas partir d'une idée et devenir entrepreneur. Il faut un minimum de formation. Entre autres objectifs de la plateforme Inspire and Connect Africa, valoriser les implantations des entreprises françaises à long terme sur le territoire ivoirien et donner de la visibilité à leur savoir-faire. Les parlementaires membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désormais outillés à mener à bien leur mission de contrôle des finances publiques dans le contexte du budget programme. Cette formation dispensée par le Centre international de management et d'expertise financière a été voulue par le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la réforme des capacités et de la lutte contre la corruption. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ono Kobia, bonjour. Bonjour Alix, bonjour à tous. On démarre tout de suite avec ce premier titre. Le district d'Abidjan a un nouveau préfet. Oui, il s'agit de M. Goun Germain François, anciennement préfet de la région du Kabadougou, préfet du département d'Odiéné. Il est administrateur civil hors grade, 3e échelon, lauréat du prix d'excellence de la meilleure autorité préfectorale en Côte d'Ivoire en 2018. Il remplace à ce poste l'ex-préfet d'Abidjan, Bamba Souleymane, qui est décédé, on se le rappelle, au mois d'avril dernier. Tout à fait. Et un mot d'éducation, les examens à grand tirage démarrent bientôt. Oui, et c'est celui du certificat d'études primaires CEPE qui ouvre le bal ce mardi 8 juin 2021 à l'occasion de ces épreuves qui viennent couronner l'année académique des élèves et étudiants en classe d'examen. L'Expression propose dans son numéro de ce jour une enquête dans laquelle il révèle comment les candidats se préparent à ces différentes évaluations. Un anniversaire, 60 ans précisément, de l'agence ivoirienne de presse AIP. Oui, les festivités marquant ce centenaire ont démarré hier au siège de l'agence dans la commune du Plateau. À cette occasion, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, s'est engagé à continuer de faire de l'AIP le leader de l'information de proximité. Ouvertes hier, les festivités du soixantenaire de l'AIP se poursuivent ce jeudi avec la journée porte ouverte avant les cérémonies éclatées à l'intérieur du pays qui vont durer jusqu'au mois de décembre 2021. Pour rappel, c'est le 2 juin 1961 que l'agence ivoirienne de presse a été créée par feu le président Félix Houphouët-Boigny. De la politique maintenant, le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président. Les autorités ivoiriennes n'ont pas été associées au choix de la date. C'est ce que révèle le Patriote. Selon le confrère, la date du 17 juin annoncée ce lundi par son staff comme étant celle de son retour au pays a été choisie de façon unilatérale par ses proches. À ce sujet, le confrère pose cette question à sa une de ce jour. À quoi jouent les pro-Gbagbo? Et
M. Dassansan, face à cette situation, qui est le président de la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, indique que la jeunesse du parti au pouvoir n'acceptera pas des troubles à l'ordre public. Et toujours sur le même sujet, et l'annonce de cette arrivée, le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo se complique. Oui, c'est ce que Barra sa une le matin, selon le confrère qui cite le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Pour les autorités ivoiriennes, il n'existe aucune date pour le retour au bercail de l'ex-chef d'État, car rien n'a été décidé de façon consensuelle. Le matin dénonce cette manière de procéder des proches de Laurent Gbagbo et se demande si ces partisans plutôt n'ont pas un agenda caché. Et il y en a encore sur le même sujet. Oui, et à ce sujet, c'est le Nouveau Réveil qui pose la question de savoir, l'Inter plutôt, qui pose la question de savoir si Laurent Gbagbo rentrera au pays le 17 juin ou pas. Il se dit que c'est la question que tous les Ivoiriens se posent et il indique que cette date fait l'objet d'une cacophonie entre les membres du staff de l'ex-chef d'État et les autorités ivoiriennes. Et pour marquer le désaccord entre les deux parties sur la question, le confrère cite le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, qui indique que les autorités ivoiriennes n'ont pas été consultées avant la fixation de cette date, quand de son côté, Assoa Adou, secrétaire général du FPI proche de Laurent Gbagbo, avance que cette décision est conforme à la déclaration du président de la République le 7 avril dernier, selon laquelle, je cite, Laurent Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il le souhaite. Et notre pays, justement, au niveau international, a brillé en athlétisme avec ses victoires glanées par Marie-Josée Talou et Cissé Gu. Oui, c'est en France que les deux sprinteurs ivoiriens se sont imposés dans leurs catégories respectives au meeting de Montreuil. Ces victoires enregistrées par nos deux champions sont de bons augures avant la troisième étape de la Diamond League à laquelle ils vont participer le 10 juin 2021 à Rome, en Italie. Et nous sommes à l'extérieur, nous y démarrerons, mais pas très loin, avec le Mali qui a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du docteur Choguel Maïga. Cet ancien ministre de l'Industrie et du Commerce a été désigné pour occuper ce poste ce mercredi par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Et sa nomination intervient 48 heures après le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra, au Ghana, qui était consacré à la crise politique au Mali et au cours de laquelle les dirigeants ouest-africains ont suspendu le Mali des institutions de la CEDEAO et ont exigé la nomination d'un Premier ministre civil. Et voilà qui met fin à cette revue de presse brillamment campée par Renaud Koubia. On se reverra demain, jeudi 3 juin. Sachez que nous célébrons les Kévins, voilà, au nom calendaire aujourd'hui donc, et que nous sommes quand même au 154e jour de l'an 2021. On a encore pas mal de temps à faire avant la fin de cette année. Pour les noms d'inspiration étrangère et de pays frères, on restera à la Teranga, sinon on va atterrir au pays de la Teranga, le Sénégal, pour le prénom du matin. La fille, ce sera Abibatou et le garçon Mahdi. Voilà, Mahdi, c'est de beaux prénoms comme ça. On a des journées mondiales à célébrer. C'est la journée mondiale aujourd'hui pour le vélo. Oui, le vélo a désormais sa journée internationale. C'est le 3 juin, donc aujourd'hui même. Les Nations Unies l'ont décidé afin de reconnaître officiellement les bienfaits du vélo, et non seulement sur le corps et la santé, mais aussi sur l'environnement. C'est le lieu pour nous, naturellement, de faire un petit clin d'œil à cet grand ambassadeur du vélo en Côte d'Ivoire, très distinctif avec son casque vert, Andy Costa. Voilà, aujourd'hui, je suis sûre qu'il va encore multiplier ses actions en faveur de la pratique du vélo. Journée mondiale de la course à pied, ça reste toujours dans la même lancée. La journée mondiale de la course à pied est célébrée à tous les 3 juin, sport qui permet de se maintenir en forme, se détendre, évacuer son stress, se faire plaisir. Mais encore, voilà, en tout cas, on aimerait faire un petit coucou à toutes ces personnes qui marchent en fin de week-end, mais restez prudents comme il le faut, parce que quand on est aux abords des voies, il faut rester toujours alerte. Alerte, elle est pour nous emmener toujours dans des endroits, on va dire, agréables, avec ces petites idées comme ça pour nous faciliter le quotidien et nous donner un intérieur assez digeste et coloré. Aujourd'hui, avec elle, on va partager encore d'autres petites idées. C'est dans le Tuto Malin.
Koulibaly, Ami Vanessa, bonjour. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci. Alors, on a beaucoup d'éléments sur notre table aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on va proposer à nos téléspectateurs? Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une lampe design à l'aide de spatules de bois. D'accord. Voilà. Donc pour ce faire, on a besoin de petites spatules comme ça. Ça ne coûte pas cher. Voilà. Le paquet, il y a 50, je pense, dedans. On peut l'avoir facilement à 500 francs dans les grandes surfaces. Hein. Voilà. Donc, pour réaliser la lampe, nous allons monter les spatules en petits carrés. D'accord. Vous avez besoin peut-être d'aide, peut-être que je vais me rapprocher un tout petit peu de la table de décoration pour essayer voilà, de vous aider un tant soit peu. D'accord. Ah oui, 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 oui. Ah, maintenant, vu de près, je suis sûre que nos téléspectateurs vont reconnaître, hein, ce sont ces petites spatules-là qu'on a dans les glaces pour enfants. Exactement. Voilà. Les Le spatules yaourt en bois. Grotto ou encore la glace et tout ça. Voilà. D'accord. Donc, quand c'est assemblé, ça nous donne un carré. D'accord, Comme ça. ce joli carré. Oui. Et nous allons faire plusieurs assemblages afin d'obtenir cette forme en spirale. Et comment on fait pour les disposer? Exactement. D'accord. Donc, nous avons déjà préalablement monté nos bâtonnets en carré. D'accord. On les pose et on va les coller en les décalant. C'est-à-dire, on les colle sur C'est de l'art, finalement. Hein. Oui, c'est de l'art. On a mis notre colle sur les 4 côtés. On va le poser, mais tout en le décalant. L'action est minutieuse. Hein. D'1 millimètre. D'accord. Pour avoir cet effet de spirale. Donc, on va le faire plusieurs fois. Donc, il ne faut pas les poser exactement Non. sur les mêmes dimensions les unes sur les autres, décaler un tout petit peu Voilà, pour obtenir cette jolie forme. en spirale. Beau, en tout cas. Ouais. Donc, on peut en avoir combien comme ça pour... Moi, j'ai voulu réaliser une lampe de 30 cm. D'accord. J'ai utilisé 600 spatules. 600 spatules, dis donc, ils sont fait des spatules. Oui. En tout cas, c'est un travail ludique à la C'est passionnant et on Voilà. ne Et voit puis, même pas passer le temps. Tout à fait. Et puis, on peut ne pas l'exécuter en une seule journée. Hein. Ça peut faire l'objet d'un travail sur toute la semaine. Ça occupe Exactement. les enfants et tout. Donc, on se retrouve à ça déjà. D'accord. À ça, c'est qui va nous donner cette forme, En définitif. en définitif. OK. Et là, j'ai fait des blocs de 14. D'accord. On va les assembler OK. pour former notre lampe. Donc, comme on a dit, la forme était spirale, tout en faisant l'assemblage. On poursuit dans le même cheminement. Exactement. D'accord. Pour avoir notre design. On s'assure Il ne faut pas avoir la main tremblante aussi hein, pour faire tout ça. que ça soit bien collé. Oui. Voilà. OK. On peut faire son design soi-même. Et pour quelqu'un qui aimerait d'autres formes, notamment celle en cercle, est-ce qu'on peut utiliser un autre matériel autre que les spatules pour avoir la forme ronde? Oui. OK. On peut utiliser Du des bois. fils OK, qu'on va passer sur du bois pour les raidir, d'accord. pour que ça puisse donner la forme. Ronde. D'accord. Donc, il y en a pour tout le monde. Hein. Madame, pour tout le monde, exactement. Donc déjà, on voit un peu la forme Oui, ils sont en train de grandir là. pour que notre lampe de chevet soit un peu imposante. Donc on va toujours décaler. En tout cas, nous, on a de belles petites idées comme ça pour nos téléspectateurs. Mais c'est sûr que tous les magasins de décoration, ils vont attendre Mme Koulibaly au carrefour. Voilà. La dernière touche. Là, on a une lampe design d'à peu près 30 cm. D'accord.
Et ça, c'est avec 600 spatules superposées qu'on réussit à avoir cette hauteur. D'accord. C'est magnifique, hein? Et puis ça tient. Je l'ai verni, parce qu'à la base, voici la coloration, mais je l'ai verni. Avec un vernis incolore? Vernis incolore, exactement. On l'a facilement aussi sur le marché. Sur le marché. Et pour alimenter en lumière notre lampe, j'ai utilisé ce filament lumineux. Je vais poser à l'intérieur. Bon, vu la lumière, on ne va pas... Maintenant, comment faire? C'est des guirlandes autour? C'est des guirlandes. D'accord. Des filaments. OK. Voilà. On a tortillé. Exactement. Il y en a comme ça, il y en a comme ceci. Ah, oui, c'est très ingénieux, ça. Voilà. Donc ça, on peut facilement les coller à l'intérieur. C'est comme du LED. Voilà. Les LED en guirlande, on peut les coller à l'intérieur pour avoir encore plus de lumière. Wow. D'abord, on va fermer notre lampe. On va continuer pour pouvoir fermer. Un peu pour aider. Oui. Okay. Pour qu'on garde l'équilibre. Exactement. Il faut avoir aussi beaucoup de patience quand on exécute ce genre de petites activités en famille. Exactement. Beaucoup de patience. Déjà que notre pistolet à colle, quand il est chauffé, il brûle. Ouais. Donc, il faut aller tout doucement. Voilà. Après, on peut aller avec une bombe en spray. Oui, donc on peut avoir en doré, en noir, selon le goût de chacun. Donc, pour toutes les personnes qui seraient en train d'aménager, voilà de bonnes idées comme ça pour aussi économiser sur le budget déco. Oui, ça nous a fait que quoi, 6 000 francs CFA pour avoir cette lampe. Pourtant, c'est sûr que dans le commerce, on sait un peu les proportions que ça peut prendre. Hein. Mais facilement grimper. Exactement, car il y a la main-d'œuvre aussi. Voilà. Donc, voilà, vous allez voir que ça tombe juste. On ferme tout. Mais je suis sûre que vous demandez, mais ça va passer par où, hein, la guirlande? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il y a une ouverture en bas. D'accord. Donc, retournement. Retournement de notre lampe. On va mettre notre guirlande. OK. Lumineuse. On peut utiliser une. On n'a qu'à poser simplement la guirlande. Voilà. On l'allume, on l'éteint. Comme on veut. Voilà. Comme on a la lumière, on ne va pas sentir. C'est ça, c'est ça. Et on peut poser... notre lampe. Voilà. D'accord. Oh là là, c'est magnifique. C'est vrai qu'on ne peut pas éteindre ici les lumières au studio, mais si on se retrouvait dans une pièce noire, on aurait les lueurs de notre lampe ici. En tout cas, c'est vraiment très facile à faire. Très facile. Très facile à faire. C'est vrai que ça demande un peu de temps. Un peu de temps. Et maximum combien de temps comme ça? C'est vrai que nous, on a assemblé... J'ai pris 1 heure de temps. 1 heure de temps? Oui. Ah oui? Pour faire l'assemblage, j'ai pris 1 heure de temps. D'accord. En 1 heure de temps, on peut avoir notre lampe design. On a plusieurs modèles. Moi, j'ai voulu le côté de la forme spirale. Oui. On peut aller tout droit. Chacun va selon son goût, comme je dis toujours. J'ai voulu créer un certain design avec le côté spirale. Et généralement, les lampes de cheveux, il en faut deux des deux côtés. Exactement. Donc, on pourra réaliser après ça la deuxième lampe à côté pour équilibrer les choses. En tout cas, c'est vraiment très, très joli. Merci. Et on va juste rappeler les petits éléments. Les éléments, alors, il nous faut les spatules en bois. Les toutes petites spatules en bois, on les utilise pour les bonbons à glace. Voilà, exactement. Voilà le paquet, il y a 50 dedans, ça ne coûte pas cher, 500 francs en grande surface. On a eu besoin de pistolets à colle. Oui, ça, c'est indispensable qu'il faut à la maison. Voilà. Et on a eu besoin d'une boîte de LED en filament. Voilà. Ah, ça aussi, c'est vendu comme ça dans le commerce? Oui, c'est vendu comme ça, dès qu'on retire. À part ça, on peut utiliser ça, ce genre de LED-là, pour donner encore plus de lumière. Alors, c'est tout ce qu'il nous faut pour réaliser. On a cette belle lampe de chevet. Cette lampe de chevet. Et qui est inspirante. Et puis, on est fiers parce que, bon,
ce sera fait par nos soins. Merci beaucoup encore pour cette belle astuce, cette belle idée pour la chambre, la décoration de la chambre. Merci toujours de nous donner vos petits secrets comme ça à partager. C'est un plaisir. On se revoit très vite. Rebonjour, voici l'actualité internationale. La série noire d'enlèvement de masse d'écoliers continue au Nigeria. Des dizaines d'enfants ont encore été enlevés dimanche 31 mai par de nombreux hommes armés dans une école privée musulmane d'une région du centre-nord. Le nombre exact des enfants enlevés était encore incertain lundi, mais environ 200 se trouvaient dans l'école Saliu Tanko, située dans l'État du Niger, au moment de l'attaque qui s'est déroulée dimanche après-midi. C'est un plein soutien que le président français Emmanuel Macron a exprimé au chef du gouvernement libyen Abdelhamid Dbeibah, qui a été reçu mardi à l'Élysée. Emmanuel Macron a décrit la formation du gouvernement d'union nationale comme une étape importante pour sortir de la crise. S'exprimant à l'issue de l'entretien, le chef de l'État français a déclaré qu'il s'agissait maintenant d'aller plus loin en permettant d'avancer sur les réformes et en organisant les élections prévues en fin d'année. Après des années de travail, la maison d'édition Fayard publie une édition critique de Mein Kampf, exposé de l'idéologie raciste et antisémite d'Adolf Hitler. Rédigé par Hitler entre 1924 et 1925, Mein Kampf est le manifeste qui, pour la première fois, définit les contours du nazisme et conduira à la Seconde Guerre mondiale qui fera entre 50 et 70 millions de morts. Son auteur, qui purge alors une peine de prison après un putsch raté en Bavière, y expose, à travers de violentes imprécations, son idéologie au relent raciste et antisémite. L'ouvrage est aussi un livre autobiographique dans lequel Adolf Hitler revient sur son parcours. Au Nicaragua, Cristina Chamorro, qui apparaît comme la plus sérieuse concurrente du chef de l'État, Daniel Ortega, pour l'élection présidentielle de novembre, a été assigné à résidence hier après avoir été accusé de blanchiment d'argent par le gouvernement. La police avait violemment pénétré dans l'enceinte de la résidence de Chamorro, dans le sud-est de Managua, où elle s'apprêtait à donner une conférence de presse. La journaliste de 67 ans ambitionne de vaincre Daniel Ortega dans les urnes, comme l'a fait il y a 31 ans sa mère, Violeta Chamorro. Des mauvaises herbes protégées comme un trésor sous une montagne sud-coréenne, un tunnel capable de résister à une explosion nucléaire abrite les graines de près de 5000 plantes sauvages. Une assurance en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. L'extinction des espèces, notamment végétales, se déroule à un rythme effrayant sous l'effet de la croissance démographique, de la pollution, du réchauffement climatique ou encore de la déforestation. Alors, un centre à Séoul s'est fixé pour mission de protéger les plantes sauvages avant qu'elles ne disparaissent. L'Église catholique a fait évoluer son droit canonique. Désormais, les abus sexuels sur mineurs sont clairement et purement, sont lourdement condamnés. Un article explicite a été créé. Cet ajout avait été réclamé de longue date par les victimes de pédophilie. Le Code de droit canonique actuel prévoit de punir les abus sexuels commis par le clergé contre les mineurs sous le simple intitulé du non-respect du 6e commandement de la Bible. Tu ne commettras pas d'adultère. Or, cette formulation axée sur le non-respect du célibat était dénoncée comme désuète, voire obscure en termes de justice civile, au regard de l'avalanche de scandales de pédophilie dévoilés ces dernières années au sein de l'Église. Et puis, pour terminer, la NASA annonçait hier de nouvelles missions d'exploration de Vénus, la planète la plus chaude du système solaire, pour tenter de mieux comprendre pourquoi elle est devenue le monde infernal qu'elle est aujourd'hui, quand sa voisine, la Terre, est devenue habitable. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité.
Je vous laisse avec Alix pour la Merci. suite de Matin Bonheur. Merci. Revenu des orbites avec cette dernière information. On va vous projeter déjà dans le week-end parce que demain, ce sera avec Mr. Friday. Et vous commencez le week-end. C'est mérité. Bon début de week-end à vous, Régis Kofi. On se voit lundi, Dieu voulant. Derrière, on parlera de la cascade de santé avec Dr Envo. Et après, ce sera avec Dr Teno. Bonjour docteur. Bonjour Alice. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. On a essayé de situer les choses, mais on aura bien sûr votre avis avisé sur le sujet avec la définition de la transition nutritionnelle. Qu'est-ce que c'est? Alors, la transition nutritionnelle peut être définie comme l'ensemble des changements, l'ensemble des modifications qui ont lieu dans notre manière de produire nos aliments et notre manière aussi de les consommer. Donc, ces changements qui ont lieu ces dernières années, ces 20 à 30 dernières années, alors, au cours desquelles nous avons changé notre manière de produire des aliments. Peut-être que c'est pour faire face au boom démographique, mais aussi notre manière de les consommer. Et parlant de manière en tant que telle sur la consommation et la production, ça touche quoi précisément, pratiquement? Alors, il faut remarquer qu'aujourd'hui, pour commencer par la production, nos aliments sont de plus en plus salés. Donc, il y a les aliments, ceux naturellement produits, mais il y a aussi les produits manufacturés. Alors, nos aliments sont caractérisés par leur teneur en sel plus élevée. Parce que les études ont montré, par exemple, plus qu'un aliment il est salé, plus il donne envie de les consommer. Donc nos aliments sont très salés. Nos aliments aujourd'hui sont très gras. Beaucoup sont gras. On voit un peu au niveau des biscuits ou autres produits. Nos aliments aussi sont trop riches en sucre et aussi riches en protéines. Donc ça, c'est au niveau de la production. Au niveau de la consommation, alors nous faisons des choix qui sont beaucoup influencés non pas forcément par le contenu, mais par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Donc nos choix sont influencés par les médias, par tout ce que nous voyons, et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, par les différents facteurs organoleptiques qui caractérisent l'aliment. Donc par exemple, les jeunes auront tendance à faire un choix plus un aliment qui est plus attrayant, ou bien plus salé, plus intéressant au goût, plutôt que de tenir compte de la composition même de l'aliment. Donc ce qui a changé, c'est au niveau de la production. C'est-à-dire que nos aliments sont très salés, trop gras, trop riches en sucre. Et aussi, nous-mêmes, nous faisons des choix qui ne tiennent pas forcément compte de la composition, mais d'autres facteurs. Voilà, donc c'est vrai que nous mangeons beaucoup. Aujourd'hui, nous mangeons beaucoup. Nous mangeons beaucoup et nous sommes institués. C'est une chose. Je prends un exemple. Avant, il était rare d'entendre la notion de goûter à 10 heures bien de collation. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous avons institué, surtout au niveau des enfants, nous avons institué la chose. C'est-à-dire qu'à 10 heures, mon goûter de 10 heures, ma collation de 16 heures. Donc, nous mangeons souvent beaucoup. Et je me rappelle aussi, nous faisons des choix qui ne sont pas toujours intéressants. Je prends un exemple. Je l'ai dit la dernière fois que nos parents avant savaient par exemple que le riz contenait beaucoup de sucre. Donc ils le mangeaient la journée et puis le soir ils mangeaient des aliments qui contenaient moins de sucre. C'est-à-dire que le cabato ou bien du haricot ou bien par exemple, etc. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'avec tout ce changement, c'est ce qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire que notre style de vie, vous allez voir qu'aujourd'hui, avant, et le travail n'était pas aussi ardu comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, compte tenu de tout notre mode de vie, notre changement de vie, alors chacun essaie d'adapter son alimentation comme il peut. Donc, alors c'est tout ce qui contribue à ce changement, tant au niveau de la production, parce que aujourd'hui, quelqu'un préfère aller au travail en rentrant à la maison, prendre un fast-food simplement, déjà un produit déjà manufacturé en sachet ou bien en aluminium papier d'alu, il rentre, on réchauffe et puis il mange. C'est pas comme au temps avant où on avait le temps, on rentre à la maison, on fait un bon repas, mais aujourd'hui, tout est calculé. Et qu'est-ce qui pourrait justifier justement ce changement-là dans le comportement alimentaire des uns et des autres? Il y a d'abord ce qu'on appelle le boom démographique.
Il faut dire aujourd'hui que aujourd'hui, pour satisfaire au nombre élevé à la population, on doit avoir 10 milliards. Alors, il faut que la production soit accrue. Et aujourd'hui, la production accrue, la production et la transformation aussi soient accrues. Alors, je prends un exemple. Avant, par exemple, on pouvait produire du riz local et puis on servait, on le vendait comme ça. Mais aujourd'hui, quand le riz local est fabriqué, alors, vous voyez, on essaie de le transformer. On enlève, par exemple, la partie superficielle qui est riche en vitamines et en minéraux et on vend le riz blanc. Et la partie qui est riche en vitamines est utilisée à d'autres fins, à d'autres productions. Donc, on essaie de produire beaucoup plus d'aliments, tant défavoriser certains et favoriser l'autre, mais c'est pour satisfaire au moins aux besoins de cette population. Alors, il y a aussi, comme j'ai dit, le changement de style de vie. Aujourd'hui, personne n'a le temps. Personne n'a le temps. Donc, on essaie d'adapter un peu notre alimentation en fonction de notre mode de vie. C'est vrai que nous tenons compte de notre passé, mais aujourd'hui, chacun essaie d'adapter un peu l'alimentation en fonction de ce qu'il vit, ce qu'il entend, ce qu'il sait, en fonction de tout ce qui peut influencer un peu ses choix. Voici un peu ce qui justifie un peu voilà, cette transition. Il y a aussi ce que j'appelle ce brassage culturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, Dame Alice a fait l'Europe à son retour. Elle dit, oh, aujourd'hui, je vais fabriquer un peu de la ratatouille. C'est des choses qu'on ne connaissait pas avant ici. On va faire un peu des gratins de pommes de terre. Avant, c'est des choses que nos parents ne connaissaient pas. Donc, vous voyez que, alors, vous transportez, du fait que vous avez eu un séjour là-bas, vous transportez. Vous avez été, par exemple, en Tunisie, les pays maghrébins. L'intégration aussi. Voilà, vous voyez un peu. Donc, l'intégration, c'est à tout le niveau, tant culturel qui dit culture, mais pas aussi culinaire aussi. Donc, c'est tout ceci. Alors, et aussi, mais il y a aussi cette influence aussi des médias. On se dit par exemple qu'aujourd'hui, on peut dire que bon, nos aliments, on va faire un peu plus européens. C'est-à-dire qu'on a tendance à délaisser nos habitudes. Vous voudriez peut-être qu'on fasse des publicités de Kabato ou de Foutou en train d'être pilés, mais je vous assure que transformés. Bon, quoique maintenant aussi, hein, l'évolution aussi en matière de recherche nutritionnelle avance. Maintenant, on a du placali en poudre. On devrait favoriser ceci. Oui, on peut faire la promotion. On peut faire la promotion parce que là, on fait la promotion de nos aliments de base. Je le dis, nous avons effectué une enquête. Nous avons effectué une enquête. Et je vous assure qu'il y a un certain nombre d'aliments qui tendent à disparaître. Un certain nombre d'aliments qui tendent à disparaître. Je vais vous demander, vous connaissez par exemple le namoukou? Oui. Ah, ok. Est-ce que, alors, nous sommes Oui, c'est vrai que dans le planning quotidien, aujourd'hui, voilà. C'est très rare, c'est très rare. C'est au détour peut-être d'une sortie hors même de son lieu d'habitation habituel qu'on veut. Ça devient maintenant une découverte plutôt qu'une habitude. Ah, ok. C'est-à-dire que nous avons mené une enquête et on a vu qu'il y a un certain nombre d'aliments qui tendent à disparaître, carrément à disparaître. Mais il faudra qu'on puisse faire la promotion de nos aliments locaux parce que, vous voyez, la tendance que nous faisons, c'est-à-dire que copier un peu sur les pays développés, mais en même temps que nous copions leur habitude alimentaire, attendons-nous aussi à copier leur maladie. Attendons-nous aussi à copier leur maladie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des maladies dévolues à des régions bien spécifiques? Écoutez, ces 20 dernières années, le nombre de personnes atteintes de maladies métaboliques commence à tendre vers ceux des pays développés. Avant, lorsqu'on parlait des maladies cardiovasculaires, on avait des taux très élevés dans les pays, aux États-Unis, en Europe. Mais aujourd'hui, même dans les pays sous-développés, dans les pays en développement, nous avons tendance à avoir ces valeurs parce que nous avons commencé à copier un peu les habitudes. Donc, je le dis bien. En même temps que nous avons tendance à copier leurs habitudes alimentaires, attendons aussi à copier leurs maladies. C'est clair que ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Oui. On sait que les États-Unis, c'est le pays où on compte beaucoup plus de taux en obésité. Effectivement, et c'est un indicateur qui peut emmener au diabète. Mais il y a l'obésité. En tant que telle, il y a le nombre de personnes diabétiques. Et je vous le dis, je le répète. Et en 1980, dans le monde entier, on comptait seulement que 108 millions de diabétiques. En 1980. En 2014, on s'est retrouvé à 422 millions de diabétiques. Et la tendance de l'OMS en 2025, on tend vers 600 millions. C'est-à-dire que de 1980... Il y a une progression qui est très... Voilà, de 1980, on avait 108 millions. En 2025, nous tendons vers 600 millions de diabétiques.
Vous voyez un peu l'effet. Donc il y a le nombre de diabétiques lui-même, mais il y a aussi le nombre de personnes obèses. Et en plus, il termine ceci par le nombre de personnes ayant des maladies cardiovasculaires. Alors, le diabète seul impacte sur les maladies cardiovasculaires, l'obésité, vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on fait un peu tout ce mélange, alors vous voyez qu'en fait, qu'aujourd'hui, le nombre de maladies métaboliques ont tendance à même doubler ces dernières années. Parce que, contenant par exemple les maladies dues aux bactéries, je pense que c'est peut-être presque maîtrisé avec la recherche. Ce ne serait-ce que le coronavirus qui est venu un peu pour et remettre les choses avec ça, en on cause, a des moyens quand même de lutte. Et Dieu merci, avec le vaccin aussi, on peut quand même se prémunir. Donc, vous voyez, avec le temps, on fait de la recherche, on vient à bout des maladies bactériennes, on vient à bout des maladies virales, mais on ne vient pas à bout des maladies métaboliques. Et parce qu'avec le temps, on observe seulement une évolution et ce qu'on appelle ce désordre métabolique. Avec le temps, on voit que le nombre de personnes atteintes de désordre métabolique devient encore plus important. Et on remarque aussi que cela indique, sinon induit, à des conséquences graves, au-delà des maladies qu'on a ici énumérées. Effectivement. Il y a quelles autres conséquences? Il y a le cancer. Avant, il était difficile, il était rare de voir un peu le cancer, mais aujourd'hui, le nombre de personnes atteintes de cancer s'élève. Et tout ceci parce que nous avons modifié beaucoup de choses. Nous avons modifié nos habitudes. Au-delà même de l'alimentation, nous avons modifié un peu nos habitudes. La pratique du sport, ou bien, etc., la sédentarité. Mais oui, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas aussi beaucoup de moyens de transport. Donc, du coup, les uns et les autres pratiquaient la marche naturelle. La marche naturelle, mais aujourd'hui, avec, même si on n'a pas de véhicule, on apprend des véhicules. Nous, pour aller à la boutique, on veut pas. Et encore, il n'y a même pas d'espace pour faire du sport, au risque de se faire qu'on est sur la route par... Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du vélo. On va peut-être revenir au vélo. Bon, peut-être qu'on va aménager des espaces de vélo. Voilà, cyclables pour ça. Voilà, donc pour dire qu'au fur et à mesure que les années passent, alors notre manière de consommer les aliments, notre manière de les transformer ont beaucoup évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle ce désordre métabolique. On assiste un peu à la recrudescence des maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, les maladies comme le cancer, les maladies rénales. Avant, les maladies rénales, c'était un peu rare. Mais aujourd'hui, le nombre de personnes souffrant de maladies rénales a beaucoup augmenté parce que l'hypertension seule joue sur le rein. Il y a aussi le diabète qui impacte aussi le rein. Il y a l'obésité qui impacte sur le rein. Vous voyez un peu. Donc, lorsque ces différentes maladies impactent sur le rein, vous allez voir bien sûr que c'est normal que ces différentes maladies rénales-là augmentent. Donc, il faudra vraiment que des efforts soient faits dans ce sens. Et justement, cela ouvre la porte aux solutions et suggestions, parce que le postulat, il est là. On a bien constaté que cela implique des conséquences graves sur la santé, donc sur la vie. Comment on fait pour remédier à ce problème? Alors, moi, je pense que, personnellement, il faudra faire il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser, il faut faire des formations, il faut revoir le système éducatif. Moi, je pense bien qu'il faut commencer à introduire la notion de nutrition depuis peut-être que le niveau mais CE1, CE2 déjà, le CM2 déjà, et puis insister, pendant que nous sommes au lycée, donc au secondaire, insister. Et puis, dans la formation des spécialistes, notamment dans le corps médical, il faut ouvrir des matières, il faut inviter des spécialistes, à faire des formations, à enseigner la nutrition. Et ensuite, à cela, il faut intégrer. Je l'ai toujours dit ici que, alors, nous formons des nutritionnistes. Je ne suis pas le seul en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de nutritionnistes, mais il faudra que ces personnes-là qui sont formées, ces jeunes nutritionnistes qui sont formés, soient intégrés dans le système de santé. Il faut sensibiliser à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut que chaque mutuelle, je prends un exemple, chaque mutuelle puisse faire des sensibilisations à tous les niveaux. D'abord, une sensibilisation primaire, où par exemple, on peut faire à travers les médias, une sensibilisation secondaire, où on peut regrouper, par exemple, je prends un exemple à la RTI, ici, votre médecin invite un nutritionniste pour faire des séances de sensibilisation sur les maladies métaboliques. Alors, une mutuelle peut inviter, par exemple, ces mutualistes à des séances de sensibilisation, parce que je le dis qu'aujourd'hui, le montant assigné à la prévention ou au traitement des maladies métaboliques est tellement important que si on faisait des sensibilisations, je pense qu'on pourrait réduire le taux
de personnes souffrant de maladies métaboliques et utiliser cet excédent, ce manque à gagner pour d'autres fins. Alors, il faut sensibiliser et il faut, même pour le personnel soignant, je pense qu'il faut organiser ce qu'on appelle des enseignements post-universitaires. Il faut revenir sur certains points. Certains points qui, comme je le dis, parce que au cours de la formation des médecins, l'alimentation fait partie. Mais il y a certains points quand même qui ne sont pas bien outillés, voilà, donc bien développés durant la formation. Donc souvent c'est l'occasion d'inviter certains laboratoires ou bien par exemple certains districts, certains départements à inviter des spécialistes à tenir des enseignements post-universitaires pour l'ensemble du corps médical, notamment les médecins et puis les infirmiers, insister par exemple sur le diabète. Et du diabète, parce que c'est eux qui vont relayer l'information à la population. C'est eux qui sont tout le temps en contact avec la population. Donc, même si c'est un infirmier qui est à l'intérieur du pays, on peut organiser par exemple les invités à une séance de sensibilisation sur l'obésité. Qu'est-ce que c'est l'obésité? Qu'est-ce que c'est le diabète? Bien sûr, mais il y a les notions que nous avons tous vues. Par exemple, on peut s'informer sur le net, mais il faut rapporter la chose à notre pays. Il faut rapporter la chose à notre pays. Parce que lorsque, par exemple, vous verrez que pour prévenir le diabète, il faut réduire, par exemple, la consommation en sucre. Mais lorsque le villageois dit en sucre, lui, ne saura pas ce que c'est le sucre. Par contre, si vous dites, par exemple, qu'à l'infirmier que le sucre, c'est par exemple le riz fait 80% de sucre. Le sucre, c'est par exemple l'igname fait par exemple 60% de sucre. Le riz, c'est par exemple la carotte, on leur explique, et que, par exemple, on peut les consommer de cette forme. Alors, lorsque cet infirmier ou bien lorsque ce médecin saura, par exemple, que lorsqu'on parle de sucre, on parle presque de tous ces aliments, alors vous allez, en relayant l'information auprès de ses collaborateurs, alors la population sera bien informée. Et justement, c'est très important. C'est vrai que vous avez fait un ciblage des différentes populations en milieu urbain et en milieu rural, parce que peut-être que la prévalence de ces deux côtés-là, de ces maladies métaboliques-là, est beaucoup plus élevée de quel côté? Pour les personnes qui travaillent en ville ou pour celles qui sont dans les villages et les campements? Moi, je pense qu'il y a plus en ville que dans les campements. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Non, mais c'est le rythme de vie? Voilà, le rythme de vie, le manque de temps, la réduction de l'espace vert. Aujourd'hui, on ne sait même pas pour faire du sport. Pour faire du sport, avant, on le faisait sport gratuitement. Maintenant, pour faire du sport, il faut trouver une salle de sport, il faut payer. Il faut payer. Alors qu'on pourrait aménager des salles gratuites, des espaces verts où tout le monde pourra faire du sport gratuitement. Donc, il y a donc, du fait du manque de cet espace, il y a la dépense énergétique qui est moindre, donc les gens accumulent l'énergie. Il y a aussi du fait que, en plus, lorsque nous sommes en ville, nous avons tendance à être ouverts sur le monde. Donc, nous changeons facilement notre mode de vie parce que nous pouvons regarder une émission, nous pouvons regarder un film et puis voir. Donc, influencer, bon, c'est vrai qu'il y a de la télévision aussi au village. Oui, mais bon, l'accessibilité après, ce sera autre chose. Ici, on a plusieurs chaînes. Alors que souvent au village, on a seulement que la seule chaîne qui nous présente. Et c'est bien. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est bien. Donc ici, on peut regarder par exemple un plat du Pérou, ou bien des États-Unis, ou bien par exemple du Ghana, ou bien d'un pays maghrébin, et qu'on le copier facilement. Alors qu'au village, bon, on a presque... Il ne dit pas que c'est stéréotypé, mais il faut dire que... Un peu quand même. Voilà. Mais ici, c'est beaucoup influencé par l'extérieur. Mais justement, on voudra marquer l'équilibre. Et de plus en plus même, on a des nouveaux concepts avec nos chefs. Matin Bonheur même ici reçoit depuis le début de saison des chefs qui nous parlent d'afrofusion. Justement, cette mixité entre ce qu'on importe de l'extérieur et nos produits locaux. C'est à cela qu'on devrait revenir finalement. Parce qu'il ne faut pas aussi se fermer du monde. Non. Et arriver dans des restaurants, on ne connaît pas telle chose, on est bloqué. Mais je pense que ce qui arrive, nous devons prendre le temps de le fignoler, de voir un peu qu'est-ce qui nous arrange. Et comment est-ce qu'on peut l'adapter ici. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a eu ce concept de 5 fruits et légumes, je pense qu'au départ, on aurait pris le temps de demander de quoi il s'agit au juste. Est-ce que lorsqu'on parle de 5 fruits et légumes, ça veut dire que nous devons manger 5 fruits, nous devons manger par exemple un légume 4 fois. Nous devons prendre le temps. Si on avait vu par exemple un spécialiste qui nous avait expliqué, on aurait dit que ce concept, ce n'est pas nouveau chez nous les Africains. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas labellisé, mais ce n'est pas nouveau. Parce qu'avant, nos parents avaient des repas qui contenaient à la fois des fruits et des légumes. Voilà, des fruits et des légumes, donc ce concept est nouveau. Donc,
il ne s'agit pas de sauter sur un concept qui arrive, mais voir un peu comment est-ce que nous, Africains, comment nous, Ivoiriens, nous pouvons l'utiliser pour dire que non, ce concept n'est pas nouveau. Ce que vous venez de dire correspond à ceci. Ce que vous venez de dire correspond à ceci. Donc, vous voyez un peu, c'est ça. Je prends un exemple. On dit que, non, en Europe, on dit qu'on fait les sauces font grossir. Mais est-ce que les sauces de l'Européen est la même chose que les sauces de chez nous? Non. Les Européens appellent nos sauces des soupes. C'est ça. Voilà. Donc, si par exemple, l'Européen dit par exemple qu'on ne fait pas de sauce, que nous aussi, nos sauces ne sont pas bonnes, alors qu'en vérité, ce ne sont pas les mêmes sauces. Les Européens vont appeler nos sauces claires, nos sauces... La sauce graine aussi, c'est quelque chose. Hein? Oui, il y a quelques quatre sauces, mais elles vont dire par exemple que ces sauces-là sont des soupes que nous devons faire. Vous voyez un peu. Donc souvent, lorsqu'on a ces comme à faux fusion, lorsque nous avons par exemple ces nouvelles entrées, il faudra qu'on puisse l'adapter pour voir un peu qu'est-ce qui nous arrange, qu'est-ce qui ne nous arrange pas. Et comment faire cette analyse-là pour le profane qui n'a autre but que de pouvoir s'alimenter et s'alimenter aussi selon sa bourse, s'alimenter aussi selon, on va dire, son habitude gustative. Donc finalement... Il y a des spécialistes de l'alimentation qui existent, tant au privé comme au public. Moi, j'ai reçu des gens qui n'étaient pas malades, qui sont venus d'eux-mêmes. Monsieur et madame sont mariés, ils vont s'installer chez eux. Ils sont venus docteur. En tant que nouveaux mariés, on va s'installer. À partir de maintenant, nous allons vivre chez nous. D'après vous, quels sont les grands conseils que vous nous donnez? Donc, il y a certains gens qui viennent volontairement. Certaines personnes qui savent, par exemple, que dans notre famille, beaucoup de gens... Moi, il y a un ami qui me disait, par exemple, que dans ma famille, on a remarqué que mes grands-parents mouraient beaucoup plus de cancer de la prostate. Est-ce qu'il y a un lien avec l'alimentation? Vous voyez un peu. Alors, il a dit, effectivement, il y a un lien. Mais il faudra voir. Est-ce que chez vous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font un diabète? Il dit, effectivement, c'était. Et il a dit même, il y a des petits-neveux très jeunes qui ont commencé à avoir... C'est vrai, parce qu'on duplique l'habitude alimentaire qu'on a chez nos parents, après, dans nos propres vies. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'il dit non, qu'il a l'impression que cette maladie est héréditaire. Non, ce n'est pas la maladie qui est héréditaire. C'est plutôt les habitudes, vos habitudes alimentaires qui sont héréditaires. Parce que lorsque nous sommes à la maison, nous héritons des habitudes de nos parents. Si, par exemple, vos parents ont eu cette habitude, ont eu ce concept que l'huile rend malade. Je prends un exemple bien précis. L'huile rend malade. Donc, les parents ne mangent pas d'huile. Vous allez voir que dans cette famille-là, les parents eux-mêmes auront des inconforts digestifs. Donc, ils vont avoir tous ces troubles digestifs. Mais les enfants aussi vont avoir ces troubles digestifs. Et quand ces enfants seront grands, s'ils n'ont pas eu le temps d'aller rencontrer un nutritionniste pour dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous avons toujours cet inconfort digestif ?» On leur aurait dit que « Ah, attendez que voici des erreurs que vos parents ont commises et que si vous ne faites pas attention, vous qui allez grandir dans ce foyer, dans cette famille, et vous allez aller vivre chez vous, vous allez transporter cette habitude, vous allez aller avec cette habitude et vous allez essayer de perpétuer cette habitude et vous allez perpétuer cette maladie pendant des années sans savoir qu'en vérité, on aurait pu l'arrêter si on avait pris des dispositions. Et c'est important parce que cela même touche notre sujet en plein cœur. Comment maintenant amorcer, ce sera la dernière question, la transition? Parce qu'on a été habitué à quelque chose depuis le bas âge. Quand on arrive à l'âge adulte où on prend son envol, comment changer ses habitudes alimentaires pour peut-être rester dans les normes et se maintenir en santé? Alors, comme je l'ai dit, on n'attend pas forcément d'être malade avant de venir à l'hôpital. Souvent, on vient à l'hôpital pour prendre des conseils. On vient à l'hôpital. Moi, j'ai dit souvent aux patients que vous pouvez souvent venir en cardiologie. N'attendez pas de venir en cardio quand vous êtes très, très, très malade. Souvent, venez volontairement. Venez prendre des conseils. Lorsqu'il s'agit des maladies cardiovasculaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, au moment où la personne va prendre son envol, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'écrits sur Internet sur tout. Mais je vous assure que si l'Internet nous donnait forcément de bons résultats ou bien de bonnes informations ou bien d'informations vérifiées, je pense que nous, on n'aurait pas fait notre diplôme. Tout à fait. Donc, il y a lieu à un certain âge, à un certain niveau, selon ce que vous vivez, de vous déplacer, rencontrer un spécialiste pour voir un peu, ah, voyez ce qui se passe. Quelles sont les grandes dispositions que je dois prendre? Nous sommes en foyer. Pourquoi est-ce qu'on a remarqué dans un foyer, c'est forcément l'homme qui est toujours plus malade que la femme? C'est un sujet qu'on peut demander. Et tout à fait. Et c'est important de pouvoir aussi aller à l'information et ne pas attendre forcément toujours que l'information vienne à nous. En tout cas, à Matin Bonheur, nous, on essaie de donner les informations à nos téléspectateurs au travers de cette magnifique rubrique qu'on campe maintenant depuis pas mal de temps. Merci infiniment, Docteur Anvo, pour ce sujet du jour. 'jour. On se reverra la semaine prochaine.
Bonjour, docteur. Bonjour. Petite précision à faire. Le docteur Hainaut. Docteur Hainaut. Le nom Hainaut. C'est très important. Vraiment. Docteur Hainaut, voilà la correction qui est faite. Et avec vous, on parle de fontanelle. Finalement, c'est quoi la fontanelle? Oui. Ça attire tellement d'attention à la naissance d'un enfant. Effectivement, on parle de fontanelle dans ces contextes, surtout en ces jours, amène vraiment à disons, réfléchir et extrapoler. En fait, fontanelle dans le contexte traditionnel fait penser à une maladie. Oui. Mais chez les scientifiques, ce n'est pas une maladie. D'accord. La fontanelle, c'est un organe, c'est une membrane qui sert à souder les os du crâne présents chez tout le monde, l'enfant et l'adulte. À la différence que chez l'adulte, on ne parle plus de fontanelle. Par contre, chez l'enfant, on en parle et je pense qu'au cours des débats, on pourra vous dire pourquoi. Mais justement, parce que la précision était de taille à faire, ce n'est pas une maladie. Ici, à indiquer à toutes les populations, parce que, comme on l'a signifié, dès qu'on a vent, écho en famille ou en société d'une naissance, tout de suite, c'est la fontanelle du nouveau-né qui attire l'attention avec des décoctions, des traitements. On ne sait d'où ça sort, peut-être voilà, de la culture, ce sont nos us aussi, mais il faut savoir que ce n'est pas une maladie en tant que telle. Du coup, cette ouverture crânienne-là, comment on peut la traiter finalement, si elle est traitable? En fait, je pense que si on peut se permettre de faire un peu d'anatomie, je pourrais me lever pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Non, on aura l'image avec l'explication pour situer. D'accord. Voilà, en fait, nous avons quoi? Quand on dit fontanelle, on parle du nouveau-né et jusqu'au nourrisson. C'est-à-dire, le nouveau-né, c'est de 0 à 28 jours. Le nourrisson, ça va jusqu'à 2 ans, 24 mois. Voilà. Hein. Pourquoi? C'est parce que à cet âge, les os du crâne sont encore mous et ils peuvent avoir une disjonction. Voilà. Disons que la fontanelle, c'est cette membrane qui constitue le lien entre les os du crâne. Le crâne est divisé en plusieurs parties, notamment frontale, pariétale, occipitale et temporale. Ça a l'air assez technique et scientifique. Voilà. On va peut-être rester sur, comme je dis, la petite ouverture qui attire les attentions. Je viens. Cette ouverture, vous la voyez où? Au niveau du crâne. Oui. Mais en fait, il n'y en a pas une seule. Il y en a jusqu'à 6. Sur tout le crâne? Oui. Ah, d'accord. Il y a ce qu'on voit le plus, on dit fontanelle. Mais par derrière, il y a aussi une fontanelle qui, elle, va se fermer tôt, à 3 mois. Vous comprenez mon sourire? Les grands-mères vont se ruer sur le crâne du bébé aujourd'hui pour chercher les autres ouvertures. Il ne faut pas. Parce qu'il faut. Et de chaque côté du crâne, on a encore 2. Un en antérieur et l'autre en postérieur. La différence, c'est que celle qui est antérieure au niveau du front, celle qui va se fermer le plus tardivement. Oui, non? Elle va se fermer, disons, entre 18 mois, souvent même jusqu'à 2 ans. Par contre, les autres, après 3 mois, 6 mois, elles disparaissent. Elles se ferment, voilà. Voilà pourquoi, quand on dit fontanelle, on est focalisé sur ce qu'on voit, ce qui va. Voilà, sinon, il y en a beaucoup. Et docteur, vous venez de nous donner quelque chose de très important comme information, c'est qu'il y aura une fermeture naturelle. Oui. Donc, ce n'est pas l'effet, finalement, des quelques médicaments ou autres potions qui ferment cette ouverture. C'est naturel, c'est physiologique. Pourquoi? Vous enlevez le pouvoir à tant de grand-mères aujourd'hui. Non. Et puis, non, il faut comprendre bien. Hein, parce que le nouveau-né, le crâne est mou. Pourquoi? Parce qu'il doit passer du bassin et sortir. Oui. Voilà. Si le crâne était dur, comment est-ce que la femme va pouvoir accoucher? C'est parce que le crâne est mou que la tête peut sortir, la tête peut se modeler et prendre le chemin de la filière génitopelvienne. Voilà. Et ça, c'est la fontanelle qui permet cette gymnastique, cette mobilité. Voilà, comme on dit. C'est tout. Voilà. On va rester chez l'enfant et puis après s'intéresser à la fontanelle chez l'adulte, parce que nous avez dit aussi qu'il y a des adultes qui
qui ont la fontanelle, ce que normalement, on va essayer de comprendre parce que vous nous avez parlé des os de la tête qui sont assez mous, donc qui peuvent favoriser cette présence de fontanelle. Mais quand on est adulte, finalement, les muscles deviennent durs, ils se solidifient, le crâne aussi normalement. Oui, normalement. Comment se fait-il qu'il y ait des adultes qui ont des fontanelles? En disant que, vous comprenez bien, fontanelle, c'est une membrane. Chez l'adulte, elle disparaît parce qu'elle est tellement soudée qu'on ne voit plus cette membrane. Voilà. Chez l'enfant, cette membrane est large, disons entre 4 et 5 cm, donc on a le temps d'apprécier. C'est ainsi que la fontanelle peut faire des mouvements. On dit un battement. Il peut monter comme descendre. Hein, voyons, fontanelle bombée ou bien fontanelle déprimée. Quand ça bombe, et quand ça descend, c'est déprimé. Les causes, on pourra en parler après. Ben justement, qu'est-ce qui cause cette particularité dans l'anatomie? S'il y a une cause évidente, scientifique, ou si c'est juste l'effet on va dire, du très haut, c'est comme ça, dans le cycle de la vie? Non. En fait, je dis que c'est physiologique parce que la fontanelle doit être là pour pouvoir, elle doit battre. Hein? Pourquoi? Parce que cet organe recouvre le cerveau. Disons, la moelle crânienne recouvre le cerveau. Le cerveau est appelé à grossir. Voilà. Hein? Et le cerveau, en prenant du volume, c'est ce qui fait que la fontanelle aussi s'étire. Voilà. Hein? Maintenant, vous parlez de maladie. Non. En fait, quand la fontanelle monte trop, que c'est tellement bombé, c'est que le cerveau, disons, pas le cerveau, mais l'enveloppe du cerveau, hein, les méninges ont pris du volume. Voilà, c'est ainsi, quand c'est comme ça, la fontanelle est bombée. Voilà. Et cette prise de volume, c'est ce qu'on dit fontanelle, mais sinon, normalement, c'est ce que peut-être dans le commun appelle fontanelle. Oui. L'autre côté aussi, quand le cerveau, disons pas le cerveau, les méninges qui couvrent le cerveau, perdent du volume, elle sera déprimée. Alors, on pose la question. D'un côté, quand c'est bombé, on dit fontanelle. Oui. Et quand c'est déprimé, on dit quoi? Fontanelle aussi? Oui ou non? Oui, et il y a des spécificités aussi, il faut le dire, parce que généralement, c'est au battement qu'on remarque un peu la zone où se trouve cette membrane-là. Mais il arrive aussi chez des individus, chez des enfants, où il n'y a pas cette ouverture, où elle existe, mais on ne la voit pas. Bon, je peux prendre mon exemple personnel, et ce n'est pas généralisé. J'ai eu 2 enfants qui n'ont pas manifesté cela. Et bon, on m'a retorqué que c'était signe on va dire, de véracité de la provenance génétique. Bon, voilà. En fait, comment dire? Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Tout le monde a cette membrane. D'accord. On dit là, le délai de fermeture, c'est une moyenne. Hein. Certaines peuvent se fermer tard, c'est pourquoi on dit en 18 et 24 mois. D'autres peuvent se fermer tôt, souvent à 12 mois, c'est un peu tôt. 15 mois, voilà, ce sont une fontanelle. Mais j'espère qu'il faut comprendre, quand la fontanelle se ferme trop vite, ça signe une maladie. Disons, oui, une maladie, trop vite. Vous voyez? Trop vite, à quelle durée, par exemple? À 6 mois, cette fontanelle antérieure se ferme. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas normal parce que l'os va se vite fermer. Donc, il y a ce qu'on appelle la fermeture précoce. La fontanelle. Qui s'observe de 0 à 6 mois, par exemple. Par exemple, voilà. Comme on dit même dans le terme médical, la craniosténose. Là, ce n'est pas bon. Parce que si ça se ferme trop tôt, vous voyez que le cerveau qui est appelé à grossir va souffrir. Parce que la boîte dans laquelle elle est appelée à évoluer, c'est fermée de manière précoce. Et cette maladie-là, c'est quoi ses incidences sur l'évolution de l'être humain? S'il fait une craniosténose, vous voyez que le cerveau va souffrir. Il veut grossir, mais il n'arrive pas parce que le crâne est déjà fermé. Donc, il va commencer à avoir des signes neurologiques, des troubles comportementaux, commencer à avoir des troubles visuels. En tout cas, tout son développement psychomoteur que Dieu se fait normalement, que nous, on le fait à chaque mois, on voit que ce développement va se faire de manière anormale. Voilà, il va souffrir. Il va crier, il va pleurer. Donc, l'observation on va dire, la non-vue
de la fontanelle, parce que bon, c'est à cet endroit-là qu'on remarque de visu. Donc, quand on n'a pas ça, normalement, le pédiatre devrait alerter quant à la dégénérescence de d'autres facteurs dans l'évolution de l'enfant. Effectivement. Ben, si c'est pas fait, si on n'alerte pas la maman, c'est un manquement. C'est la faute à qui? Disons que ça se fait de manière précoce. Soit on dit qu'on met des nouveaux ou bien... Ça se fait précocement. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Tout à l'heure, vous avez parlé de quoi? De causes génétiques. C'est possible. Mais il peut y avoir d'autres causes. Hein. Par exemple, quand il se trouve qu'on n'a pas assez de vitamine D, vous voyez que cette fermeture peut se faire tôt. A contrario, le manque de vitamine D va entraîner aussi un retard, c'est contradictoire, hein, un retard dans la fermeture de cette fontaine, disons, des os du crâne. Hein. Voilà. Le rachitis, c'est comme ça se manifeste. Ah, mais vous avez cette image, c'est très, vous avez eu ça. D'accord. On a des images derrière hein, qui sont illustrées ici par la réalisation. Voilà, ça nous permet de mieux visualiser ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Oui, on ne peut pas manipuler l'écran derrière, mais déjà on peut expliquer à nos téléspectateurs au travers de cette image. Ils voient bien, hein, c'est grandeur nature. Bien précisé. Vous voyez ce que vous voyez qui est bien large, hein, au-dessus du crâne, comme un losange. C'est ça la fontanelle antérieure. D'accord. Voilà, c'est ça. Hein? Bregma, comme ça s'appelle. Oui, et on voit un peu sur les tempes ici, il y a encore des ouvertures. Les mamans vont mettre le médicament là. C'est surtout là, vous voyez, quand ça descend, hein, au niveau de l'oreille, vous voyez, il y a une ouverture avant et une après l'oreille. Oui. Voilà, ça encore, c'est des fontanelles, mais on ne fait pas attention à ça. Oui. Puisque ceux-là, ces deux-là, vont se fermer très tôt. On a l'image ici, juste en face de vous, regardez avec l'écran de retour. Voilà. Et donc, pour mieux expliquer la position... Donc, vous voyez bien, on a parlé de la première, c'est ça, on dit fontanelle, c'est ce qu'on connaît communément. Ce qui est en bas, en avant de l'oreille, et derrière l'oreille, c'est aussi deux fontanelles. Vous voyez que, comme je disais là, les os du crâne, c'est comme ça, hein. Il y a ce qui est... Vous avez, voilà, encore l'image là. Franchement, on vous l'a donné à 360 degrés. Ça encore, oui, très bien. Ça, c'est encore une vue du dessus. Vous voyez encore qu'on va derrière, les yeux sont devant. En arrière, vous voyez encore, on a encore un losange. D'accord. Ça encore, c'est une fontanelle. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, il y a 2 à gauche, 2 à droite. Ça fait 4. Et puis, 1 antérieur et l'autre postérieur, ça fait 6. Voilà. C'est ce qui est antérieur, là, au niveau des deux, qu'on considère le plus comme fontanelle. C'est ce qui même fait qu'on parle de fontanelle. Et c'est ça que le commun connaît. Mais en somme, hein, tout ceci placé comme ça sur le cerveau, il n'y a aucun risque pour la santé. Ça émane de la nature, tout simplement. C'est la nature qui nous l'a donné. Et normalement, ça devrait pouvoir se refermer à l'âge de 2 ans maximum. Je vous disais tantôt que jusqu'à 2 ans, tout reste fermé. Je vous disais tantôt que les autres, en dehors de ce qui est antérieur, se ferment très tôt. Et qu'est-ce qui peut expliquer le lexique, on va dire, habituel ou trivial, du fait qu'on entende, hein, c'est clair, dans nos sociétés, vous avez peut-être sûrement même entendu, « Ah, il a fontanelle ». Oui. Il veut dire il faut pouvoir se l'expliquer, parce que nous-mêmes, on est surpris quand surtout les femmes, les grandes mères disent « Ah, ça c'est fontanelle ». On ne soigne pas à l'hôpital. On va soigner ça ailleurs. Voilà. En fait, comme je disais là, cette fontanelle que vous voyez qui est naturelle, quand ça monte, quand ça s'est bombé, je pense que selon nous, c'est ce qu'eux disent fontanelle. D'accord. Eux, ils expliquent ça par le fait que ça soit bombé, donc ils disent fontanelle. Or, fontanelle, ce n'est pas une maladie. Nous, on trouve autre cause pour expliquer ce bombement. Vous voyez là. Et cette cause-là, c'est juste... Ça peut être une maladie comme la méningite. C'est ce qu'on voit le plus. Ah d'accord, ça peut être facteur d'une autre maladie, mais qui n'a aucun rapport. En fait, c'est un signe extérieur d'une maladie. D'accord. Parce que quand on dit par exemple la méningite, on a les méninges au niveau du cerveau là qui prennent du volume. Ça, c'est une inflammation, donc ça fait que ça monte. Et quand le volume que ça a pris est bloqué par le crâne, les os, elle va essayer de s'exprimer où il y a possibilité d'ouverture. Et c'est la fontanelle par laquelle elle va s'exprimer. Donc, franchement, les mamies, on est vraiment désolé de vous le dire aujourd'hui comme ça. On est en train de déconstruire certains fondamentaux, certains us, mais comprenez que
la survenue de cette ouverture-là, d'abord, c'est naturel, ça rentre dans le cadre naturel de l'évolution ou de la naissance. Et puis après, quand c'est quand même enflé, ça peut cacher derrière une maladie. Et c'est celle-là qu'il faut plutôt chercher et soigner. Il faut chercher, oui, qu'il faut chercher et soigner. Voilà. D'accord. Et dans toujours le traitement ou les mégardes ou les mauvaises informations qu'on a, on a tendance aussi des fois à masser la tête de l'enfant quand il arrive. Ce n'est pas dangereux par rapport à la fontanelle qui doit se fermer au fur et à mesure. Voilà, et là, ce n'est pas conseillé parce que masser, vous pouvez provoquer une fermeture précoce. Ça, ce serait le moins mal. Mais si en massant, vous appuyez tellement fort que vous créez, par exemple, une fissure. C'est possible, hein? Oui. Ah non, il y a des masseuses. Hein? Voilà. En ce moment, par exemple, l'ongle n'est pas taillé. En ce moment, vous faites une ouverture. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau est en contact avec l'extérieur. Il n'est plus protégé. Donc, il est sujet à beaucoup d'infections. Voilà. Et en le faisant, vous allez voir qu'un liquide peut soudre. Oui? Un liquide, disons, ce qui protège le cerveau, c'est un liquide. Oui. Si ça se met à sortir, vous voyez que le cerveau ne sera plus protégé. Or, ce liquide, il permet de protéger le cerveau des éventuels chocs. Hein? Je ne dis pas un traumatisme violent, mais secousse par-ci, par-là, l'enfant qui peut être secoué. Voilà, c'est ce liquide-là qui protège le cerveau. C'est ça son rôle. Et toujours sur la même projection, vous avez parlé de secousses. Généralement, quand on a un bébé à la maison, pour l'occuper, le distraire, on a tendance à le sauter, à le balancer. Ça peut aussi avoir une incidence sur la boîte crânienne en général. C'est ça aussi, les secousses. C'est ça. D'accord. Vous voyez que souvent, en pédiatrie, ça ne se voit pas ici souvent, mais sinon, il y a pas une maladie en tant que telle, quand on parle du syndrome du bébé secoué. En principe, souvent, c'est dû au fait que souvent des enfants sont maltraités. Les services corporels de l'enfant. Bon, comment expliquer ça? Ceux qui le font, ils ont les secrets. Mais quand le bébé est secoué, ça fait ce qu'on appelle une commotion. Voilà. Parce que le cerveau aussi va bouger et il aura après des conséquences qu'on pourra peut-être détailler plus tard. D'accord, oui, ça pourrait faire l'objet d'un autre sujet, les secousses que l'on administre aux enfants, dans le cadre peut-être de jeux anodins aussi. Hein. Ça peut ne pas toujours forcément effectivement, souvent c'est des jeux, mais quelquefois aussi, il faut dire qu'il y a des enfants qui sont maltraités. Oui, c'est l'incidence, c'est les conséquences. C'est pas... D'accord. Donc, docteur, aujourd'hui, on vient de comprendre que ces ouvertures-là, il n'y en a pas déjà une seule. Il y en a plusieurs. Ça n'a rien de pathologique, ce n'est pas de maladie, mais c'est plutôt naturel. Donc, je vais vous laisser la responsabilité de parler à cette promotion de grand-mère dans les différents foyers. Vraiment, je suis un peu embêté parce que... Et pourquoi? La sensibilisation, il faut dire que ça se voit de moins en moins. D'accord. Heureusement. Vous voyez, parce que l'enfant, avec les parents d'aujourd'hui, est un être précieux, si précieux que le confier à quelqu'un d'autre, les parents souvent refusent. Vous voyez? Tellement précieux que les parents exigent que l'enfant soit manipulé le moins possible, ce qui est normal. Mais encore, dans certains contextes, parce qu'on a fait un peu de littérature, hein, disons, au Mali, au Sénégal, il y a encore des choses qui se passent. Même en Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'on ne peut pas trop en parler. Mais c'est culturel. C'est culturel. Voilà. C'est culturel. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire aussi est... Parce qu'on a tendance aussi à maltraiter, à manipuler tellement, je dirais un organe finalement, que les conséquences vont se voir, pas immédiatement. Hein. Parce que nous, les pédiatres, souvent, on voit les enfants après 2 ans, après 5 ans, on voit qu'il y a des choses qui sont passées et qu'on interroge. Quand les parents sont honnêtes, ils avouent, on voit que ce que l'enfant présente aujourd'hui est la conséquence de ce qui a été fait quand l'enfant était beaucoup plus jeune, quand l'enfant était nourrisson, quand l'enfant avait moins de 2 ans. Donc voilà. Finalement, qu'est-ce qu'on devrait faire face à la fontanelle? La fontanelle, il faut ne pas laisser tranquille. Laisser tranquille. Il faut consulter. Okay. Ça lui disait quoi? Quand c'est bombé, on dit fontanelle. Et quand c'est déprimé, on dit quoi?
Ah, mais on a du fontanel aussi. Oui. Parce que dans le premier cas, il y a une information qui fait que le cerveau... Dans le second cas, quand c'est déprimé, ça dit quoi? L'enfant, par exemple, peut faire diarrhée et vomissement. Or, ce liquide sort, on fait de la diarrhée, fait le vomissement. Ça fait que, dans certains cas, cette fontanelle, au lieu d'être bombée, descend. Oui. Voilà, ça fait un petit creux. Ça fait un petit creux. Voilà, ça aussi. Et le risque aussi de toutes ces potions que les grands-mères mettent sur la tête des enfants, il peut avoir un transfert à l'intérieur et causer des risques? Toi, je disais, à force de manipuler, vous pouvez faire une ouverture. Et si vous mettez des potions, vous ne savez pas quoi, la terre, des feuilles, des décoctions, d'où ça vient? Les microbes, où ils sont? Ils vont profiter. D'accord. Et gare à l'enfant, si jamais il y a une ouverture que vous mettez soit de la terre ou une caution, que le germe, le microbe pénètre. Et si ça pénètre? Ah non, mais il est directement sur le cerveau. Qu'est-ce que vous allez faire? On a beaucoup de médicaments à l'intérieur de nos têtes. Je ne pense pas que vous ayez échappé aussi à cela. Ah si, non, on a des cas comme, mais quand c'est comme ça, souvent, il faut dire que c'est effroyable parce que la médecine est tellement développée, mais là, quand c'est comme ça, excusez-moi, hein, le crâne peut être ouvert. Oui, en neurochirurgie, on ouvre le crâne. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait le traitement. Donc, il faut passer à une opération où on ouvre carrément le crâne de l'enfant. En fait, voilà, il y a des techniques qui font qu'on va faire des petites ouvertures. Voilà. Hein? On ne veut pas dire qu'on va attaquer le germe directement, mais les conséquences que ce germe va causer, le traitement, ce n'est plus médical. Disons, c'est médical, mais d'abord chirurgical. D'accord. Voilà. Les conséquences que ces germes ont causées. On ne peut pas en parler. Par exemple, c'est un hématome, par exemple, un abcès, par exemple, un empième. Ça ne peut pas être traité que médicalement. Il faut aussi, le plus souvent, agir chirurgicalement d'abord, vider ce qu'il y a et puis faire le traitement médical par la suite. Voilà un peu les conséquences qu'on voit de la mauvaise manipulation de ce qu'on appelle la fontanelle. La fontanelle. En tout cas, on a essayé d'avoir cette, on va dire, cette démarche d'information pour pouvoir expliquer aux uns aux autres et surtout aux grands-mères, parce que c'est elles après qui ont la charge du nouveau-né quand il arrive, parce que la maman est des fois fatiguée, donc les grands-mères, mais en plus elles exigent d'être là pour s'occuper du nourrisson, du bébé et tout. Donc il faut éviter d'emmener des décoctions, mais on ne va pas tout leur enlever aussi. Des fois on a le petit fil qu'on met, lui on peut le garder. Lequel fil? Je ne veux pas ce fil. Ah si, des fois, quand on a les bébés, au-delà d'avoir des décoctions, des maladies, des médicaments en tant que tels... Les bracelets autres là? Non, pas forcément le bracelet, c'est sûr, même la fontanelle, on met le fil du bout de pagne. Oui. On enlève le fil du bout de pagne, soit de la maman, soit de la grand-mère. On pose juste là. Bon, ça reste des usages. Hein. OK. Ça, on peut garder. On en voit souvent même à l'hôpital. Voilà. Voilà. Nous, on dit ça c'est... mystique peut-être, parce que c'est pas, et si on prend le pain d'une autre personne, autre que la mère ou bien... Bon, ça, c'est des croyances maintenant. Voilà. Comme j'ai dit, on ne va pas tout enlever aux grands-mères. Ça reste juste un bout de fil qui ne peut pas faire de mal en tant que tel. Effectivement. D'accord. Donc, les mamies, arrêtez les médicaments, mais gardez le petit bout de fil sur la fontanelle. Ça permet toujours de se donner l'impression de pouvoir traiter cela. Merci infiniment, docteur Eno Jacob, pour votre partition aujourd'hui à Matin Bonheur dans la case santé. Prenons bien soin de tous nos bouts de chou et puis aussi de nous-mêmes parce que voilà, la famille est constituée comme ça pour pouvoir évoluer ensemble. Merci d'être resté en notre compagnie et puis continuez à suivre les programmes du groupe RTI. On se voit demain pour terminer cette semaine. Au revoir.